Je voudrais vous parler maintenant de la question des déclarations de nullité de mariage. C'est un sujet dont on entend souvent parler, qui est parfois controversé et qui a son importance dans la vie de l'Église, notamment parce que, vous le savez, le droit de l'Église enseigne que tout mariage est indissoluble, et notamment le mariage sacramentel, c'est-à-dire le mariage qui unit deux baptisés, une fois qu'il est consommé, ne peut être dissous par aucune puissance humaine. Et en cela, l'Église est donc opposée au divorce, qui est bien sûr une forme de dissolution du lien. Néanmoins, dire que le mariage ne peut pas être dissous n'empêche pas cependant de se poser parfois la question de la validité du lien, c'est-à-dire de la validité du consentement au moment où il a été émis. C'est cela le principe même des déclarations de nullité de mariage, dont je voudrais vous expliquer ici un peu les principes. Il existe ainsi des tribunaux dans l'Église, appelés officialités, dont le rôle est d'étudier notamment la validité des mariages dont le cas leur est soumis. La décision de l'officialité consiste donc à dire si, oui ou non, le mariage, au moment où il a été contracté, était un vrai mariage, ou si il a souffert d'une forme d'invalidité au départ. Il s'agit donc de constater quelque chose. Un mariage peut être invalide pour trois raisons principales. La première, qui est assez formelle, c'est qu'il n'aurait pas été célébré, contracté selon les formes prescrites par le droit. Le mariage doit être célébré devant le curé avec au moins 2 témoins, et si ce n'est pas le cas, le mariage est invalide. Le mariage aussi doit être célébré sans qu'il fasse obstacle à un empêchement. Il pourrait exister par exemple un empêchement de consanguinité, les 2 époux sont cousins germains, c'est un empêchement. Si l'empêchement n'a pas fait l'objet d'une dispense, le mariage qui aurait été contracté malgré cet empêchement serait invalide. Tout cela, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais qui sont relativement rares. Ce qui évidemment est plus important et qui touche à des questions plus profondes, c'est la question éventuelle de l'existence d'un vice du consentement. En effet, c'est le consentement matrimonial qui est à la base du mariage. C'est le consentement des parties qui fait le mariage, et s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas de vrai consentement, il n'y a pas de mariage. Il peut donc exister ce que l'on appelle un vice du consentement. Le consentement qui aurait été émis serait vicié, c'est-à-dire qu'il lui manquerait une de ses propriétés essentielles. La personne aurait consenti, mais pas réellement au mariage. Elle n'aurait consenti que partiellement, voire même parfois pas du tout, dans le cas d'une simulation d'un mariage, une simulation complète. C'est ce que l'on connaît avec les mariages blancs par exemple. Mais ce qui est le plus courant, c'est le cas où la personne exclut, volontairement ou involontairement, une partie du consentement ou dénature le consentement. Les cas les plus courants concernent donc ces vices du consentement que l'on peut classer en 2 grandes catégories. Ces 2 grandes catégories, finalement, que je vais vous présenter, désignent ce qu'est l'activité des tribunaux ecclésiastiques, la réalité de l'activité des tribunaux ecclésiastiques en matière de nullité de mariage. Le premier type de vice du consentement concerne la liberté, c'est-à-dire la capacité des conjoints ou d'un des conjoints à émettre un vrai consentement. La personne peut avoir effectivement l'intention de faire un mariage, mais sans en avoir la capacité. À travers cette question surgissent tous les problèmes que l'on peut connaître, qui sont liés à la maturité. Il peut s'agir d'une personne qui manquerait gravement de maturité, de la maturité suffisante pour pouvoir s'engager dans le mariage. Il pourrait s'agir de personnes qui manquent de la liberté intérieure suffisante pour choisir le mariage, parce que la personne se marie par crainte, par exemple, crainte d'une situation, crainte de ses parents, crainte d'un opprobre, crainte de toute situation. Un exemple évidemment évident est le cas où la jeune femme notamment, pourrait se trouver enceinte et choisirait le mariage alors que, par ailleurs, elle ne l'aurait pas voulu. Ce sont
ces types de questions qui peuvent évidemment surgir, mais aussi parfois des questions plus profondes ou plus graves au niveau de la personnalité du conjoint. Il peut s'agir de toutes les pathologies ou les maladies psychiques qui empêchent d'assumer le mariage. Parfois, une personne évidemment qui souffre d'une maladie psychique grave, on parle parfois de la bipolarité par exemple, empêche de consentir réellement au mariage. La personne a donc bien l'intention de se marier, certainement, mais en vérité, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas, soit parce qu'elle n'est pas en état de comprendre réellement ce à quoi elle s'engage, en raison de pressions qui s'exercent sur elle et qui finissent par détruire partiellement, voire totalement, son discernement. Donc elle n'a pas un réel discernement sur le mariage, sur ce à quoi concrètement, pratiquement, engage le mariage, soit parce que la personne n'a pas la capacité d'assumer ce qu'est le mariage. Certes, la personne veut se marier, elle le souhaite, peut-être ardemment et très sincèrement, mais en raison de difficultés qui sont les siennes, elle est incapable d'en assumer les obligations. Je parlais du cas des maladies psychiques, bien sûr, évidemment, très typiquement, c'est quelque chose qui peut empêcher quelqu'un de vivre le mariage. Cela ne met pas en cause la bonne foi ou la volonté de la personne, mais ce qui est ici en cause, c'est la question de sa capacité, la capacité à émettre un consentement. Ça, c'est la première catégorie de vice du consentement, qui est une catégorie évidemment très importante. Beaucoup de personnes veulent se marier, se marient, très sincèrement certainement, avec des sentiments qui sont tout à fait sincères, avec un vrai désir de vie matrimoniale, mais dont en vérité le discernement a été faussé en raison des circonstances ou dont la personnalité ne permet pas d'assumer ce à quoi engage le mariage. Et on sait que la vie matrimoniale, évidemment, est très engageante pour la personne. Elle sollicite beaucoup la liberté. La liberté est très engagée dans le mariage, pas seulement dans le oui que l'on donne, mais dans le oui que l'on doit répéter chaque jour, très concrètement, à travers toutes les petites choses de la vie quotidienne. Petites et grandes choses.